Bonjour à tous, merci de suivre ce lancement sur Enjoy Space. Vous êtes donc sur Enjoy Space TV, c'est la chaîne vidéo d'actualité spatiale qui vous est proposée par la Cité de l'Espace, le parc de l'aventure spatiale qui est à Toulouse. Donc nous sommes en direct avec la NASA, je vais vous montrer ce que montre NASA TV en ce moment. C'est un enregistrement et on voit donc la construction, enfin l'assemblage plus exactement, du premier Cygnus, ce nouveau cargo à destination de la Station spatiale internationale. Alors ce cargo fait partie de la nouvelle, on va dire, de la nouvelle façon pour la NASA de faire du business avec l'industrie spatiale. Classiquement, la NASA fait construire par les industriels spatiaux de son pays, c'est-à-dire les États-Unis, fait construire donc les fusées et vaisseaux dont elle a besoin. Pour ces nouveaux contrats, elle a décidé d'utiliser une nouvelle façon de voir les choses, c'est-à-dire que elle ne demande pas à un industriel de faire un vaisseau selon ses plans, à un autre de faire une fusée selon ses plans, et d'opérer, on va dire, ses vaisseaux et faire ses missions selon ses plans. Cette fois-ci, la NASA achète une prestation complète. C'est ce qu'on appelle le programme COTS pour la Station spatiale internationale, c'est-à-dire Commercial Orbital Transportation Service, service commercial de transport orbital. Alors le but c'est bien sûr d'économiser de l'argent, que ce soit moins cher. Pourquoi? Bien parce que la NASA, comme d'autres agences spatiales dans le monde, fait face à une réduction des dépenses publiques et au besoin d'optimiser les ressources budgétaires qui lui sont allouées chaque année. Avec l'arrêt des navettes spatiales, la NASA s'est retrouvée sans moyen d'envoyer ses astronautes vers l'ISS, c'est-à-dire la Station spatiale internationale, qu'on voit ici dans un schéma à l'écran actuellement, ou d'envoyer du fret, nourriture, équipement, habits, expériences scientifiques, etc. Alors, pour ce qui est du transport de l'équipage, c'est en cours, c'est autre chose. Là, on parle du COTS et plus exactement du CRS, Commercial Resupply Services, service de fret commercial, on va dire, pour simplifier. Et il y a déjà une compagnie qui a gagné. C'est SpaceX, la compagnie fondée par le milliardaire issu de l'Internet Elon Musk. SpaceX avec sa fusée Falcon 9 et sa capsule Dragon. Donc Dragon est déjà allé vers l'ISS, c'est donc une capsule automatique, non habitée, qui va vers l'ISS, qui est attrapé par le bras robotique et accroché à la station. Mais il y a une deuxième société qui a en quelque sorte remporté le droit de continuer cette logique dite COTS, C-O-T-S, c'est Orbital, la société Orbital Sciences Corporation, c'est son nom entier mais tout le monde là-bas dit Orbital tout simplement. Et la société Orbital, elle, a bâti une prestation de service basée sur un nouveau lanceur, Antares, qu'on voit là à l'écran, j'y reviendrai un peu après, et un nouveau vaisseau, le Cygnus, qui est un vaisseau automatique qui lui aussi va se diriger vers l'ISS. Alors à quoi ressemble le Cygnus? C'est un vaisseau d'environ 3,66 m de longueur, il a un diamètre de 3,07 m, il peut emporter 2 tonnes. Alors je vais vous montrer une image, voilà une image, une illustration d'artiste. Donc la partie cylindrique grise qu'on voit vers l'avant du vaisseau, c'est la partie pressurisée à laquelle accéderont les astronautes, et la partie arrière, dorée avec les panneaux solaires, c'est le module de service. Alors le module de service, les panneaux solaires, comme le lanceur Antares, sont le fait de la société américaine Orbital. En revanche, le module pressurisé, qui s'appelle PCM, Pressurized Cargo Module, module cargo pressurisé, lui est fabriqué, tenez-vous bien, en Europe, très exactement en Italie, par un industriel européen de référence qui a notamment des industries en France et en Italie, c'est Thales Alenia Space. Alors il faut dire que Thales Alenia Space a un savoir-faire évident dans le domaine, puisque c'est eux qui ont fabriqué les MPLM, c'était des modules cargo pressurisés qui partaient à l'intérieur de la navette spatiale, mais ils ont aussi fabriqué une partie des modules de la Station spatiale internationale. Environ 50% du volume pressurisé de la Station spatiale internationale a été fabriqué par Thales Alenia Space. Donc nous sommes à moins maintenant de 13 minutes du lancement. Pour l'instant, tout se déroule bien. Il y a eu un petit retard de 8 minutes, causé par différentes mesures de sécurité à prendre. Il paraît qu'ainsi 4 maisons auraient été évacuées par mesure de sécurité. C'est en fait de l'extrême prudence.
Il y a aussi eu un petit problème avec la météo. On s'est demandé si la météo pourrait ne pas être contraire, mais pour l'instant tout est vert. En tout cas, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Là, on voit la carte du lancement, puisque on ne part plus de Floride, là, on parle de Wallops. C'est une base de la NASA qui n'a pas servi pour des vols spatiaux depuis un moment, quoique récemment elle a pas mal servi. La base de Wallops est donc située sur la côte est des États-Unis, en Virginie. On n'est pas loin de Washington, D.C., la capitale américaine. Et dernièrement, de Wallops est partie une autre fusée, Minotaur 5, mais une fusée d'orbitale, qui a transporté la sonde LADEE vers la Lune. C'est une sonde qui va étudier l'atmosphère qui est extrêmement faible de la Lune. Donc, alors ce n'est pas le premier vol du lanceur Antares, c'est le premier vol d'un Cygnus, mais le lanceur Antares, qui est tout nouveau lui, a déjà volé le 21 avril 2013. C'était un vol de test bien sûr, à son sommet il y avait un simulateur de Cygnus, comprenez quelque chose qui avait la même masse que le Cygnus. Alors le lanceur Antares est quand même à lui seul une histoire extraordinaire, parce que c'est un lanceur américain, développé donc par la société Orbital, mais dire qu'il est américain, c'est un petit peu simple. Pourquoi? Parce que figurez-vous que son premier étage, lui, est fabriqué, enfin surtout les réservoirs, son premier étage donc vient d'une firme ukrainienne, le KB Yuzhnoye, et c'est un design en fait, enfin le design c'est la firme ukrainienne KB Yuzhnoye, et il est fabriqué par Yuzmash, les deux sociétés sont liées. Et en fait, c'est un design dérivé d'un lanceur russe, enfin non, pardon, excusez-moi, d'un lanceur ukrainien, bien entendu, un lanceur ukrainien assez connu, qui est le Zénith. Le Zénith, par exemple, sert pour Sea Launch, le lanceur qui part depuis une plateforme maritime. Les moteurs, eux, sont carrément russes. Et ils sont même historiques, ils sont dérivés des NK-33. Alors ça vous dit rien, peut-être NK-33, mais c'est les moteurs qui font partie du programme soviétique, parce que là on parle bien de l'ère soviétique, avant la chute, donc avant la chute de l'Empire soviétique. C'est des moteurs qui faisaient partie du programme lunaire habité soviétique, car les soviétiques ont bel et bien essayé d'envoyer des cosmonautes sur la Lune en même temps qu'Apollo, mais ils ont échoué. Ils avaient construit une fusée énorme, la N1, qui était de la taille et de la puissance de la Saturn V, et ces moteurs étaient envisagés pour cette fusée. Alors les NK-33 ont été fabriqués, et depuis, ils ne servaient plus. Et chez Orbital, quand on a mis au point Antares, on a cherché une motorisation efficace et on s'est tourné vers le NK-33. Il y en a deux sur cette fusée. Le NK-33 est un moteur qui consomme du kérosène et de l'oxygène liquide. Il a un très bon rapport masse-puissance. C'est pour ça qu'il a été choisi. Alors les moteurs ne sont pas utilisés tels quels. C'est une firme américaine qui s'appelle Aerojet qui les recycle, les modifie légèrement, notamment au niveau de l'électronique, et en fait un moteur qui à ce moment-là s'appelle l'AJ26. Au sommet d'Antares, au deuxième étage, on trouve un élément américain cette fois-ci, qui est fabriqué par ATK. ATK, c'est l'entreprise qui fabriquait notamment, parce qu'ils font pas que ça bien sûr, ils ne faisaient pas que ça, qui fabriquait notamment les boosters latéraux de la navette. Et donc c'est ce deuxième étage qui finira la mise sur orbite du vaisseau Cygnus. Donc là, on voit des images d'archives qui montrent le roll-out, c'est-à-dire quand on a sorti la fusée Antares de son hangar de préparation pour l'amener vers le pas de tir. Alors vous voyez, c'est assez inhabituel pour les États-Unis en tout cas. La fusée est amenée à l'horizontale. Généralement, les Américains amènent les fusées à la verticale, mais là, c'est une solution, on va dire, à la russe. On amène la fusée à l'horizontale et on la redresse sur son pas de tir. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir maintenant. Nous allons voir l'opération qui consiste à redresser la fusée. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas le son de NASA TV. Bon, j'ai l'image, c'est l'essentiel. J'essaye d'obtenir le son. Mais pour l'instant, les opérations se déroulent normalement, puisque le blog de la NASA n'annonce aucun report supplémentaire que celui que nous connaissons. Et voilà, nous sommes maintenant à moins de 8 minutes du lancement.
Alors la côte est des États-Unis, vous voyez, on est carrément au bord de l'Atlantique. La fusée va tirer bien sûr vers la mer pour des raisons de sécurité, c'est pour ça qu'elle est placée sur la côte est. Alors quand on tire de Californie, de Vandenberg, c'est un petit peu plus compliqué, mais là c'est une configuration qui ressemble un petit peu à celle du centre spatial Kennedy. Et le vaisseau est passé sur puissance interne. Enfin quand je dis le vaisseau, c'est là... c'est le lanceur plus exactement, ce qui veut dire qu'il n'est plus alimenté par de l'électricité qui vient du sol. Le lanceur est désormais autonome au niveau énergie. Alors j'essaie toujours de récupérer le son, mais j'ai du souci pour le son. Bon, écoutez, c'est pas grave. Vous devrez vous contenter de ma voix pour l'instant, uniquement la mienne. Donc quand le Cygnus va se retrouver sur orbite, il va mettre 4 jours pour atteindre la station spatiale internationale. Il faut savoir qu'un Cygnus, comme celui qui va être lancé, peut transporter jusqu'à 2 tonnes de fret. Voilà, le son est revenu. Ah, j'ai parlé trop vite et il est reparti. Bon. Alors je vais vous montrer comment ça se passe parce que le Cygnus, voilà, quand il approche de la station spatiale internationale, bon, c'est un vol automatique mais surveillé depuis le sol, il ne va pas s'amarrer par exemple comme l'ATV, vous savez, le cargo européen fabriqué par Astrium mais dont le module pressurisé est également fabriqué par Thales Alenia Space. Le cargo Cygnus, comme d'ailleurs la capsule Dragon et comme d'ailleurs un autre cargo automatique, le HTV japonais, il est saisi par le bras robotique. Donc il s'approche, vous voyez là sur cette illustration, légèrement sur la droite, vous voyez le bras robotique canadien, qui pour d'ailleurs prendre ce Cygnus-là sera piloté par Luca Parmitano, astronaute européen italien, tout un symbole parce qu'il va saisir un cargo dont la partie pressurisée a été fabriquée dans son pays, l'Italie, et une fois donc qu'il aura été saisi par le bras robotique va accoler le Cygnus donc au module à un des modules de la station spatiale internationale. Là, il y a une pièce, on va dire une sorte de pièce d'amarrage, un sas qui a été conçu pour pouvoir fonctionner avec différents vaisseaux, dont par exemple la capsule Dragon et le HTV japonais. Et donc c'est par là après que les astronautes accéderont au module pressurisé pour aller chercher le fret qui se trouve à l'intérieur. Une fois la mission terminée, on remplira le module des poubelles de la station, il reprendra son envol autonome et il ira brûler dans les hautes couches de l'atmosphère, débarrassant ainsi la station de tout ce qui pourrait l'encombrer. Si on ne faisait pas ça, il faut savoir que la station deviendrait tellement encombrée qu'il deviendrait quasiment impossible de travailler correctement à bord. La capsule Dragon, on remarquera que la capsule Dragon a un avantage par rapport au Cygnus, c'est qu'elle peut revenir sur Terre et donc ramener du fret sur Terre. Donc le moment du lancement approche, on est à 5 minutes à peu près, puisqu'on doit décoller à 14h58 heure locale. Vous voyez le décompte en bas à gauche de votre écran. Donc il y aura mise en route des moteurs, donc ces fameux moteurs d'origine russo-soviétique, les NK-33, modifiés AJ-66. Et le Cygnus va donc partir vers l'orbite. Alors la fenêtre est assez serrée, c'est-à-dire que la fenêtre de lancement, en gros, c'est le moment vers lequel on peut lancer. La fenêtre de lancement est d'environ 5 minutes. C'est-à-dire que si jamais il y a du mauvais temps et qu'ils sont obligés d'annuler le lancement, ils n'ont que 5 minutes pour que le temps s'améliore. Une fois les 5 minutes passées, c'est terminé. On ne peut plus lancer, il faudra attendre le lendemain. Moins de 4 minutes maintenant. Bon, je n'ai toujours pas le son. Alors moi j'ai réussi à récupérer un peu de son, mais il n'y a que moi qui peux l'entendre, pas vous. Voilà, on est toujours en compte à rebours, attention, 2 minutes 35.
Donc il s'agit du deuxième vol d'un lanceur Antares et du premier vol d'un Cygnus. Donc c'est véritablement aujourd'hui un vol inaugural, c'est une première spatiale à laquelle vous assistez, le premier cargo automatique Cygnus et le premier cargo automatique auquel participe l'Europe via Thales Alenia Space, la firme italienne. Attention, moins de 2 minutes. Ah voilà, j'ai récupéré du son pour vous. Voilà, vous entendez le commentateur NASA. Et ça vient de s'interrompre. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est que lui, le lancement continue. Attention, on est bientôt à 1 minute 15. Puisque l'heure de départ est 14h58, 16h58 en France. Attention, à 1 minute, 3, 2, 1, 1 minute du lancement. « 45 secondes. 40 secondes. Alors, la fumée qui s'échappe du pâtir est tout à fait normale. Je vous rappelle que dans cette fusée, il y a du kérosène spécial, hein, on va dire space grade, hein, c'est-à-dire raffiné pour le spatial, et de l'oxygène liquide. Donc le kérosène et l'oxygène liquide sont mis à feu dans les chambres de combustion des deux moteurs AJ-66, c'est-à-dire les NK-33 russes modifiés 10. Attention, bientôt mise à feu des moteurs. 3, 2, 1, mise à feu. Magnifique, on a le son. Décollage. Décollage du Cygnus. Interruption du son, mais le décollage se déroule toujours bien. Donc vous voyez une flamme avec très peu de fumée. C'est typique des moteurs cryogéniques, puisque là on consomme du kérosène et de l'oxygène liquide. Ce ne sont pas des moteurs à poudre. Superbe vue d'ascension. Un lanceur d'un design très simple, on dirait un crayon. Vue intérieure ici, caméra embarquée. Et pour l'instant, tout se déroule de façon nominale. On vient de passer les 45 secondes de vol. Très belle vue qui regarde vers le bas. Donc là, vous voyez la côte de Virginie. Donc sur la gauche, plutôt la terre, et vers la droite, la mer. Commentateur NASA vient d'annoncer que la propulsion à l'avionique fonctionnait nominalement. 1 minute et 10 secondes de vol. Très belle vue de ce panache de feu de la fusée Antares. Donc là, ce lanceur américain repose entièrement sur un premier étage construit en partie par des Ukrainiens et des moteurs d'origine russe, voire soviétique. On aurait, si on avait peut-être dit à l'époque de la course à la Lune aux ingénieurs soviétiques que leur moteur un jour servirait à propulser une fusée américaine, il y a de fortes chances pour qu'à l'époque ils auraient pensé non, c'est impossible. Eh bien non, vous voyez, le spatial est véritablement international. Bon, l'ISS ne s'appelle pas Station Spatiale Internationale pour rien après tout. Donc pour l'instant, une très belle montée sur orbite, trajectoire nominale. On voit très bien le panache de feu des réacteurs qui se modifie au fur et à mesure que le lanceur grimpe les kilomètres à grande vitesse, puisqu'au fur et à mesure qu'il grimpe, la pression de l'air est moins forte, l'air se raréfie, donc il y a tout un ensemble de phénomènes physiques qui font que le panache des moteurs change d'aspect. Système de pressurisation, OK. 2 minutes 30 secondes de vol et tout est nominal. On
on nous signale qu'il y a de petites commandes, très légères commandes de manœuvre, donc c'est tout à fait normal, et le fait qu'elles soient faibles prouve que le lanceur suit sa trajectoire de façon nominale. 3 minutes 24. Voilà, on voit le panache des deux moteurs qui s'élargit du fait que la pression de l'air en altitude est largement inférieure à celle au niveau du sol. Et en l'occurrence, c'était même au niveau de la mer, puisque vous avez vu que la base de Wallops c'est au niveau de la mer. Voilà, on monte, on atteint bientôt le noir de l'espace, c'est-à-dire que dans l'espace, même en plein jour, le ciel est sombre. Toujours nominal. Et c'est à 3 minutes 33 secondes que les deux engins, les deux AG26, vont s'éteindre. Voilà, on nous annonce la coupure des moteurs dans 10 secondes. Ah ben ça y est. Ça y est. Séparation. Voilà, une séparation superbe, très bien filmée par la caméra embarquée. Donc ce que vous voyez là qui s'éloigne, c'est le premier étage. Cet étage donc à la fois américain, ukrainien et russe. Russe pour sa propulsion. L'avionique de contrôle en revanche est américaine, c'est l'avionique de la firme Orbital. Donc désormais on rentre dans une phase balistique de la mission. Alors là ce que vous voyez c'est une animation informatique et les petits cônes bleus que vous voyez, c'est une animation qui montre la mise à feu de petits moteurs d'attitude qui permettent d'orienter correctement le deuxième étage de la fusée. Alors bien sûr, ce qui va être très important, c'est le largage de la coiffe qui protège le Cygnus. Voilà, tous les paramètres sont bons, vitesse, altitude sont parfaitement ceux attendus. Ça y est, séparation de la coiffe. Et séparation de l'anneau arrière qui faisait la jonction, mise à feu du moteur du deuxième étage qui est un moteur à poudre fabriqué par ATK. C'est une opération très importante car la performance du premier étage ne suffit pas à amener Cygnus sur l'orbite de rendez-vous avec la Station spatiale internationale. Donc on est à 160 miles d'altitude, pardon. 160 miles, donc ça fait approximativement 280 km, 300 km. Et pour l'instant, à nouveau, les paramètres sont nominaux. Vous avez vu par moment des petits flashs, les cônes bleus, ce sont les moteurs d'attitude qui garantissent que le deuxième étage et donc le Cygnus sont sur la bonne trajectoire. Voyez ça un peu comme des coups de volant, pas des coups de volant, voyez ça un peu comme lorsque vous êtes sur une route, vous ajustez la trajectoire de votre véhicule avec votre volant. Donc l'attitude est toujours bonne, vient de nous dire le contrôleur. « 7 minutes de vol maintenant, et tout se déroule comme prévu. » Alors vous avez remarqué que sur le dessin, ils ont dessiné que le deuxième étage, le cylindre, mais ils n'ont pas dessiné le Cygnus. Alors on voit que la vélocité totale... regardez, si on regarde sur la droite, on voit que l'altitude est de 256 maintenant, kilomètres. Et on est à 7 km par seconde.
fait environ 25 000 km/h. Et bientôt, on va avoir la séparation du Cygnus de ce deuxième étage qui signera on va dire, l'autonomie du Cygnus. Et voilà, arrêt du deuxième étage comme prévu, opération normale. Donc phase orbitale avant séparation du Cygnus. La vitesse à l'heure actuelle atteinte par le Cygnus en deuxième étage est d'environ 27 000 km/h. Voilà, là on voit un changement d'attitude. Donc une orientation du deuxième étage et du Cygnus pour être sur la bonne trajectoire. On est à 263 km d'altitude. Et le présentateur NASA nous apprend là que pour ce qui concerne la télémétrie, c'est-à-dire vitesse, altitude, placement sur orbite, on est by the book, c'est-à-dire on a suivi le livre, on a suivi le manuel d'instruction en quelque sorte. Donc un lancement qui, à ce moment-là, est parfaitement dans ce qui a été prévu. Et on nous annonce la séparation du Cygnus pour bientôt. Dans 30 secondes environ. Donc la vitesse est toujours inchangée, environ 27 000 km/h, 262 km d'altitude. Alors j'ai le commentateur NASA qui a dit 30 secondes, un autre qui a dit 45, on va voir qui a raison. La télémétrie est parfaite, nous dit-on. Donc je suis navré, il n'y a pas le son de la NASA, mais j'essaye de vous donner l'essentiel. Voilà, séparation du Cygnus. Applaudissements dans la salle de contrôle, comme vous pouvez voir. Alors, cette salle de contrôle est à Dulles, en Virginie. Ce n'est pas une salle de la NASA, c'est une salle de contrôle du prestataire. Vous voyez, cette nouvelle logique, commerciale, la NASA ne fait plus construire des vaisseaux et ne demande plus à une compagnie de les utiliser et les opérer de telle façon. Elle achète une prestation clé en main, en quelque sorte, à un industriel. Il faut savoir que le contrat qui est en jeu là est un contrat de plus d'1 milliard de dollars pour plusieurs vols vers la Station spatiale internationale. Alors la NASA a soutenu l'initiative privée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas financé le développement, mais dans le cadre du programme COTS, et c'était ce qui était très original, elle a établi des étapes techniques obligatoires à franchir, étapes techniques qui étaient récompensées par un versement d'argent. Ce versement d'argent ne paye pas totalement la mise au point d'un lanceur comme l'Antares ou la mise au point d'un cargo automatique comme le Cygnus. Mais c'est pour que l'industriel ait en quelque sorte un petit peu d'argent par avance pour développer. En revanche, l'industriel après va faire sa marge en quelque sorte, va faire sa marge avec la vente des prestations de services de fret vers l'ISS à la NASA. Là, ce que nous voyons, c'est la salle de contrôle de la NASA. Donc je pense que c'est celle de Houston, la salle de contrôle de l'ISS. Et là, voilà, nous sommes dans l'ISS. Nous voyons Karen Nyberg, voilà, avec sa queue de cheval en l'air, forcément, c'est la pesanteur. Voilà, ici, salle de contrôle NASA à Houston. Celle-là, je suis sûr que c'est la salle de contrôle NASA à Houston. Donc, vérification en cours, mais normalement, tout doit être bon. Si vous regardez bien l'écran, on a vu un moment Luca Parmitano qui arrivait. Ça, c'est la salle de contrôle de Wallops, donc c'est le Range Officer, c'est-à-dire ceux qui surveillent que les opérations de lancement se déroulent correctement. Ce sont des gens qui ont le pouvoir, par exemple, de faire exploser le lanceur si jamais il dérive de sa trajectoire et menace les populations. Et donc, pour l'instant, tout est toujours nominal.
l'instant, il n'y a pas de commentaire sur NASA TV, donc on attend probablement une confirmation de télémétrie définitive de mise sur orbite. Orbital Science Corporation sur son Twitter vient de dire We have Cygnus separation, look out ISS, here we come, ce qui veut dire nous avons la séparation du Cygnus, attention l'ISS, nous arrivons. Alors je vous rappelle que lorsque le Cygnus va arriver vers l'ISS d'ici 4 jours, il sera saisi par le bras robotique canadien qui sera piloté par Luca Parmitano, assisté de Karen Nyberg. Voilà, on vient de confirmer que tout est OK puisque les commentateurs NASA annoncent qu'il y aura bientôt des launch replays, c'est-à-dire ils vont repasser la vidéo du lancement. Voilà, et là ce qu'on attend c'est la confirmation du déploiement des panneaux solaires. Alors je vais vous montrer une image, là je vais quitter le direct NASA TV. Voilà, les panneaux solaires, c'est très important, c'est ce que vous voyez là de chaque côté, ces carrés bleus de chaque côté de la partie dorée du Cygnus. Le Cygnus a des batteries bien entendu, mais ces batteries ne peuvent pas durer assez longtemps pour lui fournir de l'énergie pendant toute sa mission. Donc il faut absolument que ces panneaux solaires se déploient pour que la mission soit un succès. Donc nous allons rester quand même jusqu'à l'annonce du déploiement des panneaux solaires pour ce direct. En tout cas, on a eu la confirmation que l'orbite était correcte, la télémétrie est bonne. Voilà, là on est à Houston, au centre de contrôle de mission, qui est en ce moment dédié à la Station spatiale internationale. Alors, il faut savoir que le Cygnus a été retardé plusieurs fois. Il faut dire qu'Orbital a voulu ne prendre aucun risque. C'est quand même un nouveau lanceur plus un nouveau vaisseau. Ça fait deux difficultés. Il y a donc eu un vol de test de ce nouveau lanceur. Ça, c'était le 21 avril 2013. Et là, aujourd'hui, c'est le premier test. Enfin, c'est le premier vol du Cygnus. Et on est toujours donc en attente de la confirmation des panneaux solaires. Il faut savoir que ce Cygnus porte un nom. Il s'appelle George David Low, un ancien astronaute de la NASA qui a travaillé pour Orbital, qui est malheureusement décédé depuis quelques années, et les équipes d'Orbital ont décidé d'appeler le Cygnus George David Low pour rendre hommage à cet astronaute et à leurs anciens collègues qui avaient commencé à travailler sur ce programme. Alors les panneaux solaires ont été fabriqués par Dutch Space. Vous voyez, c'est vraiment une mission très internationale. C'est aujourd'hui le spatial est une entreprise internationale, mais pas uniquement au niveau des agences spatiales. Les agences spatiales coopèrent bien sûr de plus en plus. La station spatiale internationale à elle seule réunit l'agence spatiale européenne, bien entendu, la NASA, Roscosmos, l'agence spatiale russe, la JAXA, l'agence spatiale japonaise, et l'agence spatiale canadienne. Mais dans l'industrie, il y a évidemment aussi des coopérations internationales, et là, ce vol du Cygnus en est un exemple, une firme américaine qui passe un contrat avec la NASA, mais la fusée a des parties très importantes, construites en Ukraine, en Russie pour ses moteurs, le module pressurisé du cargo vient d'Italie, les panneaux solaires viennent d'Europe aussi, donc on voit véritablement une logique de plus en plus internationale pour le spatial, pas seulement au niveau des coopérations entre pays, au niveau des agences, mais également dans les sociétés elles-mêmes, de plus en plus.
Donc on est toujours dans l'attente de la confirmation du bon déploiement des panneaux solaires. Donc comme je vous ai dit, je vais rester en ligne jusqu'à l'annonce des panneaux solaires, puisque je vous rappelle les batteries du Cygnus. Alors, le commentateur NASA dit que dans l'attente de la confirmation du déploiement des panneaux solaires, nous allons regarder à nouveau un replay du lancement. Pour l'instant, pas d'informations du côté NASA pour le déploiement de ces panneaux solaires. Donc là, nous revenons à tout à l'heure, donc il y a environ une trentaine de minutes, et nous allons revoir plutôt le décollage d'Antares. Voilà, allumage du moteur, décollage. Donc Antares propulsé par ces deux moteurs d'origine russe. Alors il faut savoir que la base d'où part Antares, c'est Wallops Flight Facility, c'est-à-dire l'installation pour les vols de Wallops, mais le port spatial d'où s'envole Antares porte le nom assez amusant d'ailleurs de Mars. M-A-R-S, oui, comme la planète, parce que ça veut dire Mid-Atlantic Regional Spaceport, c'est-à-dire port spatial régional Mid-Atlantique, au milieu, enfin Mid-Atlantique. Donc les résidents non loin de la zone, c'est un endroit où il y a pas mal d'industries de pêche notamment, ont pu assister à ce décollage. Décollage de jour, donc, vers l'ISS. Alors les heures de décollage vers l'ISS ne sont pas le fait du hasard. Il faut tirer la fusée à un moment où l'ISS passe, en gros, je simplifie, au-dessus du site de lancement, et à une heure qui permette après au vaisseau de rattraper l'ISS. C'est-à-dire si on tire trop tôt ou si on tire trop tard, il y a trop de différence entre l'ISS et le vaisseau spatial sur l'orbite, sur leur orbite respective, et il sera impossible pour le vaisseau cargo de rattraper l'ISS. Parce que quand on est là-haut, ce n'est pas comme par exemple le X-Wing Fighter de Luke Skywalker, il suffit pas de mettre l'hyperpropulsion en marche ou autre chose pour rattraper. On est tenu par les lois de la mécanique céleste. On n'a pas des moteurs assez puissants pour rattraper comme on veut, comme ça, un engin sur orbite. Donc il faut partir au bon moment. Alors on pourrait peut-être partir une heure avant ou une heure plus tôt, mais il faudrait à ce moment-là avoir une fusée beaucoup plus puissante, embarquer énormément de carburant, et en quelque sorte ça ne vaudrait plus le coup sur le plan économique. Alors là, une vue originale. Voilà, on a vu un petit peu la fusée très légèrement tanguée au décollage. Très très belle vue. La fumée qui s'efface. Ah, bah j'ai du son. La fumée pardon, qu'on voit couler en quelque sorte le long du lanceur, c'est de la condensation due au réservoir d'oxygène liquide qui est dans la partie supérieure du premier étage. Donc c'est de l'oxygène liquide, c'est à moins 180 degrés, donc c'est très froid et ça cause de la condensation. Et pour l'instant, on est toujours en attente d'une confirmation du déploiement des panneaux solaires.
Donc là, on voit l'ascension à nouveau, avec ce phénomène, je ne sais pas jusqu'où va aller ce replay, avec ce phénomène de modification de l'aspect de la flamme, du panache de la fusée. Au fur et à mesure qu'elle monte, elle rencontre une pression atmosphérique de plus en plus faible, et donc la flamme grandit en quelque sorte. Le panache grandit. Donc là, les deux commentateurs sont en train de rappeler ce qui s'est passé, le fait que désormais il n'y avait plus aucun doute permis, le Cygnus est bien sur orbite. On est juste dans l'attente de la confirmation du déploiement des panneaux solaires. Vous voyez, on voit très bien à nouveau cette évolution de la forme du panache des deux moteurs d'Antares. Évolution du panache essentiellement due donc au fait que la pression atmosphérique est de plus en plus faible aux hautes altitudes. Et donc comme vous, je suis toujours dans ce suspense concernant les panneaux solaires. À une conférence de presse hier soir, je crois me souvenir qu'un des responsables d'Orbital avait dit que le Cygnus disposait de 24 heures d'autonomie environ sur ses propres batteries. Alors, attention. Donc le commentateur NASA nous apprend que le commandant de la station spatiale internationale, le russe Fyodor Yurchikhin, a envoyé ses félicitations à l'équipe de lancement, du lancement d'aujourd'hui. Là, nous voyons le pas de tir. Là, c'est une vue actuelle, ce n'est plus un replay, c'est le pas de tir en ce moment, après le lancement. Et donc les commentateurs trouvent que c'est un clean pad, c'est-à-dire un pas de tir très propre après le lancement, ce qui veut donc dire que les carnaux d'évacuation des gaz, c'est-à-dire en quelque sorte les évacuations qui ont été construites pour évacuer les panaches issus des lanceurs ont été bien conçus, puisque comme on l'a vu, le pas de tir est dans un état impeccable. Et donc là, à nouveau, un replay du décollage. Alors, ça y est. Confirmation, déploiement des panneaux solaires. Alors, très exactement, le déploiement des panneaux solaires a commencé, ce qui est une excellente nouvelle, et le déploiement complet des panneaux solaires devrait prendre entre 20 et 30 minutes. Donc Cygnus est sur sa voie de rendez-vous vers la Station Spatiale Internationale, après un décollage parfait de son lanceur Antares, lanceur développé par la firme Orbital avec ses partenaires notamment ukrainiens et russes, nous avons vu. Donc lanceur qui vient de réussir son deuxième vol, et Cygnus est en route vers la Station Spatiale Internationale. Ses panneaux solaires sont en train de se déployer. Ce que je vous propose, c'est d'arrêter ici ce direct. Je vous remercie d'abord de nous avoir suivis. Je vous rappelle que c'était un direct proposé par Enjoy Space TV. Enjoy Space TV, la vidéo, la chaîne télé sur Internet du site Enjoy Space, qui est le site d'actualité spatiale de la Cité de l'Espace à Toulouse, le parc de l'aventure spatiale. N'hésitez pas à venir. Il y a notamment jusqu'au 6 novembre la maquette taille réelle de Curiosity, le rover qui en ce moment arpente Mars et qui a démontré, grâce à ses instruments, a démontré que Mars avait été autrefois habitable. Alors quand je dis autrefois, ça peut être 3 milliards d'années. Hein. Donc ne manquez pas cette exposition extraordinaire et toutes les autres expositions de la Cité de l'Espace, et je vous propose donc de suivre le reste de la mission en vous connectant régulièrement sur Enjoy Space
ou sur son fil Twitter, ou sur Facebook, ou sur Google+. Vous trouverez tous les liens sur la page d'accueil d'EnjoySpace à enjoyspace.com. Voilà. À nouveau, merci pour votre attention et à bientôt pour un prochain lancement.